Une journée chez bébé de Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier. Je vais plutôt faire voilà. Au petit matin, j'ouvre les yeux. Bonjour. Maman déjà me sourit. Je me régale. Un moment pour jouer. Je voudrais déjà savoir marcher. Je découvre du bout des doigts tourne les pages et les images. À la sieste, je rêve. Et c'est l'heure de se promener. Les bruits de la ville attisent ma curiosité. Des fleurs. J'inspire. Un chien. Je ris. De retour à la maison, je goûte. Et si je pleure, on me console. Je suis heureux. Je prends mon bain et à nouveau j'ai faim. Et voici que la nuit est tombée. Un baiser pour maman. Un baiser pour papa. Chut, je dors déjà. Bonne nuit. Merci Sophie. Et bien maintenant, je cède donc la parole à Caroline Renet. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Corinne Dufresnoy, chargée de mission Petite Enfance et Parentalité, et toute l'équipe de la Direction de l'Éducation et de la Culture du Conseil départemental des Ardennes, ainsi que Jean-Rémy François de l'équipe de la Bibliothèque départementale des Ardennes pour cette invitation. Il m'incombe d'ouvrir cette journée interprofessionnelle de la petite enfance sur le thème de l'art des tout-petits, le bébé au musée. Mais avant de parler des bébés au musée, j'aimerais vous parler de la famille au musée. En 2015, j'ai fondé l'association Montmartre qui milite pour un meilleur accueil des familles au musée. Alors vous allez me dire pourquoi. On a fait un constat. D'une part, les musées en France communiquent beaucoup sur les actions jeunes publics. Mais à l'analyse des chiffres de fréquentation, on se rend compte que c'est surtout un public scolaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous en avez certainement fait l'expérience. Lorsqu'on arrive dans un musée, à l'accueil, à la billetterie, il y a des tarifs pour les groupes et des tarifs dits individuels. Or, ce terme me semble pas très approprié, puisque, en définitive, quand on étudie vraiment la fréquentation des musées, on visite rarement un musée seul, à part quand on est passionné, historien de l'art, voilà. On visite toujours principalement en famille, en couple et entre amis. Et dès lors, il semble important que les musées investissent ce champ de la famille, de la parentalité au musée. Accueillir une famille, c'est compliqué. C'est plus compliqué que d'accueillir, par exemple, une classe de CE1. La maîtresse d'une classe de CE1 va prendre rendez-vous pour visiter un musée. La classe est constituée d'un groupe d'une même classe d'âge, d'enfants et de développement
intellectuel, psychomoteur, normalement qui est au même stade, alors que la famille, c'est compliqué. C'est souvent à l'initiative de la maman qu'on programme une sortie culturelle. Et c'est pas forcément facile de motiver sa petite troupe. La sortie peut vite virer au parcours du combattant culturel. Regarder le site internet, les heures d'ouverture, l'accessibilité à la poussette, penser au pique-nique déjeuner si le lieu est éloigné de son domicile, penser aussi au budget. Bref, il faut aussi motiver les ados. Donc une visite, alors que la visite finalement scolaire, elle est programmée, elle est organisée. Les familles, elles, peuvent arriver à n'importe quel moment dans un musée et il faut pouvoir les accueillir. On ne peut pas leur donner un guide conférencier à chaque groupe, donc il faut pouvoir les accueillir d'une manière particulière. La famille, je ne vous apprends rien, elle est par nature intergénérationnelle. Il y a les adultes, les enfants, les bébés. Et sa composition est variable. Bien sûr, il y a la famille cliché, je dirais, avec le papa, la maman, le grand frère et la petite sœur. Mais on sait aussi que ça peut être le plus souvent une famille recomposée, avec des ados, des moyens et un bébé. Ou ça peut être aussi une famille monoparentale. Ça veut dire que l'adulte n'aura que 2 jambes pour éventuellement aller rechercher un enfant qui serait éloigné de sa vue dans le musée. On a aussi des enfants qui sont lecteurs, des enfants qui sont non lecteurs, des enfants qui veulent marcher, des enfants qui veulent toucher, et peut-être aussi un bébé qui aura besoin, au milieu de la visite, d'être allaité. Alors à ce propos, j'ai une anecdote qui est un peu triste, un peu choquante. J'ai assisté à Paris, donc au musée du Grand Palais. Alors, c'était une exposition sur Vigée Lebrun, qui est une peintre artiste très connue pour ses portraits de femmes et ses portraits de mamans avec leurs enfants. C'est vraiment toujours beaucoup de tendresse. Eh bien, j'ai assisté à une scène assez choquante. Il y avait une maman qui était avec son nourrisson en train d'allaiter sur les marches, sur un escalier, vraiment même le seul. Et c'était devant le vestiaire. Et les personnes du musée n'ont pas eu l'humanité, la présence d'esprit d'inviter cette maman à s'asseoir dans un siège pour allaiter confortablement. Et ça, c'est un petit peu pour toutes ces raisons qu'on a créé donc, l'association Montmartre pour vraiment faire en sorte que les musées soient plus accueillants pour les familles. Alors, puisque dans cette assemblée, il y a bon nombre d'assistantes maternelles, de crèches et de bibliothécaires, je vais faire un petit parallèle justement avec les bibliothèques. Ces dernières années, de nombreuses bibliothèques ont opéré une mue pour se transformer en médiathèques. Elles sont devenues des lieux de vie en alliant bibliothèque à une ludothèque. On peut avoir des services numériques, soyons fous, parfois les microfolies. On peut avoir aussi dans les médiathèques des distributeurs de boissons, des coins cosy pour lire tranquillement, un haut-parleur qui invite à une conférence ou à un atelier. On y croise, on peut dire que c'est vraiment, les médiathèques sont devenues des lieux vraiment vivants, joyeux. Il devient naturel, agréable de fréquenter les médiathèques. Ce sont des lieux ouverts où les enfants, les parents, les grands-parents, les ados, les étudiants vont librement et ensemble. On y croise des assistantes maternelles qui font une sortie à la médiathèque aussi, comme elles le feraient au jardin ou au parc. Alors qu'en est-il de l'accueil des familles dans les musées aujourd'hui en France? Est-ce qu'ils sont des musées vivants, joyeux, où tout le monde se sent à l'aise? Alors historiquement, les services pédagogiques des musées se sont prioritairement occupés des scolaires parce qu'ils représentaient une part importante de leurs visiteurs. N'oublions pas, les publics scolaires, c'est un public captif. Un bus contient 2 classes. Depuis 2005, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle a pour mission d'assurer la promotion des arts à l'école, les fameuses EAC. Mais nous constatons trop souvent... du coup, j'ai pas le... Ah oui, c'est là.
nous constatons trop souvent que... Ah oui, j'ai pas lancé le PowerPoint en fait. Alors, du coup, voilà, la famille au musée. On constate que trop souvent, la visite scolaire, c'est encore un guide conférencier qui parle devant un tableau, comme un professeur qui parle devant un tableau. C'est trop scolaire. Avec l'association Montmartre, nous croyons que l'accessibilité au musée ne passe pas uniquement par l'école, mais qu'elle peut passer aussi par la famille, par la parentalité, et que c'est une autre voie à explorer de démocratisation culturelle. Nous pensons que les musées peuvent être davantage accueillants pour les familles et nous souhaitons les sensibiliser à l'optimisation de leurs services, à la création d'outils pédagogiques adaptés qui permettent de partager de bons moments de parentalité et qui créent de bons souvenirs au musée en famille. Alors notre association milite depuis 8 ans pour rendre les musées vivants et joyeux et pour rendre la culture accessible à tous dès le plus jeune âge. Nous avons fait signer une charte à près de 230 musées. En signant cette charte, le musée s'engage à accueillir au mieux les familles et devient un musée joyeux. Nous avons choisi le terme de musée joyeux en référence, vous l'aurez peut-être noté, à la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, qui était la première bibliothèque enfantine à Paris. Alors, qu'y a-t-il dans cette charte? Une dizaine de points incontournables. Le premier point, le plus important, c'est que le musée doit être un lieu accueillant. Tout se joue à l'accueil du musée. Vous avez beau avoir le meilleur des conservateurs, la plus belle des collections, c'est à l'accueil du musée que tout se joue. La personne qui accueille doit être souriante, doit souhaiter la bienvenue et il faut mettre les familles à l'aise avec un large sourire. Le deuxième point, c'est que le musée met la culture à la portée de tous avec des outils adaptés. Il propose des parcours de qualité accessibles aux adultes, aux ados, aux enfants et aux bébés. Des cartels à plusieurs niveaux de lecture, des outils pour les enfants lecteurs et les enfants non lecteurs. Des outils pédagogiques et ludiques spécialement conçus à l'attention des familles, livrets de jeux, parcours numériques, sacs d'activités, du matériel pour manipuler, pour jouer ensemble. Troisième point, le musée propose une programmation d'activités pour les familles tout au long de l'année. Dès l'accueil, des questions sont posées aux familles pour mieux les informer. Sont-ils de la région? Sont-ils de passage? Pour leur proposer, le cas échéant, le programme des activités et des ateliers à faire tout au long de l'année. Quatrième point, le musée autorise la photographie et le carnet à dessin. C'est pas encore le cas dans tous les musées. Les enfants sont souvent d'excellents reporters et la photographie leur permet de fixer des découvertes et de les rapporter chez soi pour prolonger les échanges en famille. Cinquième point, le musée communique ses événements et ses services sur les réseaux sociaux et donne des informations pratiques sur son site internet pour préparer la visite. Sur le site, on préconise aussi qu'il y ait un espace dédié aux enfants avec des activités pour tous les âges de la vie pour commencer à découvrir l'univers du musée, se préparer ou prolonger après la visite. Sixième point qui vous intéresse bien, c'est que le musée autorise la poussette ou, quand ce n'est pas du tout possible, évidemment, prévoit des prêts de porte-bébé. Septième point, le musée dispose d'un espace où se restaurer et pique-niquer. C'est important parce que quand on fait une visite un peu loin, on n'a pas forcément le budget pour aller au restaurant. Huitième point, le musée favorise les échanges entre les enfants et les parents et les grands-parents en aménageant des espaces ludo-éducatifs pour pouvoir jouer, apprendre et découvrir ensemble. Donc en fait, on milite vraiment pour que dans les espaces des collections permanentes, on ait des petits endroits où on puisse se poser et qu'il y ait des outils qui nous permettent de jouer avec nos enfants, quel que soit l'âge des enfants. Neuvième point, les visiteurs petits et grands ont aussi des idées. Le musée autorise et encourage les bénévoles, amis des musées, étudiants, passionnés, visiteurs, enfin tout un chacun, à faire des propositions nouvelles pour avoir des nouvelles expériences au musée, développer vraiment le champ de la médiation culturelle. Il faudrait que tous les musées autorisent à avoir un bureau des possibles où voilà, on a une idée pour que le musée soit plus joyeux et l'équipe du musée essaye de la mettre en place.
Ça, c'est pas encore gagné du tout. 10e point, et le dernier, le musée se tourne également vers les 13-16 ans en leur proposant des rendez-vous et pas seulement pendant le temps scolaire. Parce que, comme les bébés, les adolescents sont souvent mis de côté et on peut encore développer des activités pour eux. Donc en résumé, le point le plus important, c'est vraiment l'accueil. Tout se joue à l'accueil, il faut mettre les familles à l'aise. Et le deuxième point, évidemment, c'est l'accessibilité au savoir, à la connaissance et à la culture. Le musée doit être un terrain de découverte et d'exploration, un terrain de jeu adapté aux enfants et à la famille. Car enfin, il faut vraiment se décomplexer la visite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de visiter un musée. Et on mesure encore parfois les séquelles des visites scolaires trop formatées. Il faut vraiment se décontracter au musée, je dirais. Alors, pour compléter notre charte, nous avons écrit les 10 droits du petit visiteur, illustrés par Dominique Lebagousse, vraiment pour décomplexer la visite au musée. Et Sébastien Machin, qui est directeur du Muséum de Bourges, a souhaité adapter les 10 droits du petit visiteur au musée d'histoire naturelle, les muséums. Alors vous voyez ici, ce sont des petits posters qui sont affichés à l'entrée des musées, qui ont été traduits dans pas mal de langues. Et donc, l'idée, c'est un clin d'œil, je vous l'aurais noté, aux 10 droits du petit lecteur de Pénac. Donc, je vais vous en parler. On a... Voilà, les 10 droits du petit visiteur. Donc ça a été créé en complètement gratuit, téléchargeable sur notre site internet. C'est en Creative Commons. Donc le premier droit, qui est le droit de visiter à son rythme. Pianissimo, tu peux te promener au musée tranquillement, t'arrêter devant un tableau ou une sculpture et retourner sur tes pas. Top chrono, tu peux juste passer très vite dans les salles qui ne t'intéressent pas pour aller droit au but. Tu peux suivre une visite en groupe avec un guide. Tu peux suivre tes parents ou demander à tes parents de te suivre. Ou marcher dans les pas de ton petit frère de 18 mois lâché dans le musée. Si tu fatigues, tu peux le rattacher dans sa poussette. Le droit d'avoir une œuvre préférée. Tu as le droit de classer et de noter les œuvres, de les aimer, de ne pas les aimer. Il y a des œuvres qui nous touchent et qu'on garde pour toujours dans notre mémoire et dans notre cœur. Tu peux revenir au musée tant de fois que tu veux pour retrouver ton œuvre, juste pour la regarder, peut-être la dessiner ou bien écrire ce qu'elle t'inspire. Ça, c'est assez étonnant, mais on a le droit de fermer les yeux. Si tu trouves une œuvre affreuse, si quelque chose te fait peur ou te dérange, tu peux fermer les yeux et passer ton chemin. C'est valable aussi dans la littérature jeunesse. Parfois, on a des illustrations, on peut expliquer aux enfants que si ça leur fait peur, ils peuvent mettre les mains devant les yeux. On voit quand même à la télévision, sur les écrans, des choses où on peut avoir la même attitude. Le 4e droit, ça paraît évident, mais le droit de s'asseoir. Au musée, tu peux t'asseoir, même par terre, pour te reposer, observer et contempler sans avoir mal aux pieds. Le droit de copier. Tous les grands artistes ont commencé par copier des chefs-d'œuvre exposés dans les musées. Toi aussi, tu peux emporter un petit carnet, un crayon pour dessiner au musée. Tu as également le droit de faire semblant d'être un personnage de tableau en imitant ou en prenant la pose d'une sculpture. L'idée, c'est vraiment de stimuler aussi toutes les intelligences et pas d'être juste dans des contenus, de pouvoir bouger au musée, de pouvoir chanter. Le droit de poser des questions. Si tu ne comprends pas, si tu es curieux, tu peux poser des questions. Tu peux jouer au détective toi-même pour trouver des indices dans le tableau. En observant les œuvres, tu peux inventer des devinettes. Le droit de partager ses impressions. Au musée, il n'y a pas que les critiques d'art ou les guides qui ont le droit de parler. Tu peux partager avec les gens autour de toi ce que tu ressens, ce qui te touche devant une œuvre. Tu as le droit de faire des commentaires à tort et à travers. Tu as le droit de ne rien dire si tu préfères. Le droit de ne regarder que les détails. Le nez au milieu de la figure, le petit chat qui ronronne sur la mouche sur un fruit pourri,
Le rose à côté du bleu turquoise dans le pli d'un voile, la dentelle sur la manche, le motif du tapis d'Orient sur la table. Le droit de ne pas tout regarder. Un musée ressemble parfois à un grand labyrinthe. Il faut tourner à droite, à gauche, monter, descendre, suivre les flèches. À toi de choisir ton parcours et de ne regarder que les œuvres qui t'attirent le plus. Tu as le droit de ne pas lire tous les cartels. Tu as le droit de te sentir libre de flâner, de te promener au hasard. Et enfin, le 10e droit, le droit de s'évader au musée. Tu as le droit de rêver, de rentrer dans un tableau pour participer à la fête, devenir dragon de la garde impériale ou jeune marquise du XVIIIe siècle. Tu peux remonter le temps ou changer de décor. Tu as le droit de réinventer les histoires et le destin des héros. Alors voilà, notre association, avec ses 10 droits du petit visiteur, donc fait signer des chartes au musée. Et nous avons aussi également rédigé un guide de survie au musée pour les parents qui ont un guide de survie au musée pour les bébés, pour les enfants et pour les ados. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces rubriques avec toutes nos astuces sur notre site internet, donc www.mome-art.org. Les rubriques proposées sont remplies de bonnes idées, de trucs et d'astuces pour jouer ensemble et découvrir les collections avant, au musée et après la visite. Et comme nous avons fait le constat que les musées ne mettaient pas toujours à disposition du matériel adapté pour la visite en famille, nous nous sommes dit qu'il faudrait l'inventer. Alors, les bénévoles de Momart, avouons-le, un petit peu comme votre assemblée, sont très majoritairement des mamans qui ont échangé leurs trucs et astuces pour jouer avec leurs bébés, leurs enfants et leurs ados au musée. Parce qu'il faut le dire, beaucoup d'adultes se trouvent démunis au musée parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, on ne se sent pas toujours légitime. Donc, on a imaginé des petits jeux pour tous les âges à faire ensemble. Mais le problème, c'est que même en écrivant nos trucs et astuces pour jouer avec les bébés, les enfants et les ados, on s'est dit que les personnes n'allaient pas forcément venir sur notre site internet pour voir nos trucs et astuces et puis qu'ensuite, ils s'en souviendraient dans les musées. Du coup, avec Dominique, toujours mon ami illustrateur, on a décidé de concevoir le sac de musée au jeu qui, finalement, est un sac qui va contenir tout le matériel. Ah d'ailleurs, si quelqu'un veut bien me... C'est juste sous l'écharpe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc c'est un sac tout bête en tissu, à l'intérieur duquel on a tout le matériel pour visiter n'importe quel musée. On l'emprunte, évidemment, dans les musées qui ont fait le choix d'en avoir un, à l'accueil. On joue dans le musée et puis on le rend à la fin de la visite. Alors, ce sac contient un jeu de 12 cartes. Chaque carte est un jeu qu'on peut faire. Il y a des jeux pour tous les âges de la famille. Quelle que soit la composition de la famille, on va trouver des jeux à faire ensemble. On a aussi dedans une planche à dessin, parce qu'on constate que les enfants, quand ils ont une planche à dessin, c'est beaucoup plus agréable que lorsqu'ils ont juste un petit livret où il faut faire un petit gribouillis sur une toute petite place. Là, vous leur mettez une feuille à 4. Parents et enfants peuvent vraiment prendre le temps de jouer. On a un musée au rouleau qui va servir à fixer l'attention des enfants, dont je ne vous apprends rien, c'est quand même de plus en plus dur de les faire se fixer sur quelque chose. Donc là, c'est une astuce. Et ce musée au rouleau va servir aussi de musée au micro et de bâton de parole quand on peut faire de la muséophilo. Et puis, on a aussi un muséo bandeau, tricoté dans l'aube, je suis très fière.
qui permet de masquer, par exemple, la vue du grand-père, à qui un petit enfant va décrire une œuvre, et le grand-père va devoir retrouver l'œuvre dont il s'agit. Et tout ça, pourquoi ? Pour jouer ensemble, créer du lien entre la famille et les collections, mais surtout pour créer du lien entre les parents et les enfants. Les musées sont des grands imagiers qui nous permettent de mieux nous connaître et de mieux nous découvrir les uns les autres. Alors, ce qui est formidable avec ces musées au jeu, c'est que c'est vraiment une médiation simple et universelle. Je vais ranger ça. On n'a pas besoin de prérequis en histoire de l'art, on n'a pas besoin d'être un connaisseur. On peut mimer une sculpture, chanter devant un tableau, une comptine ou une chanson, inventer des dialogues devant une toile où il y a plusieurs personnages. On peut tous imaginer des dialogues, c'est très drôle. Donc il y a beaucoup d'humour et de connivence. On peut jouer au musée au jeu partout, dans les musées d'histoire naturelle ou dans les musées de beaux-arts, dans les châteaux ou dans les abbayes. La pédagogie des musées au jeu, qui est alternative, favorise vraiment la curiosité et l'éveil à l'art, mais également les échanges entre les parents, les grands-parents, les enfants. Il crée du lien, des fous rires et beaucoup de connivence. Le musée devient un lieu de partage et d'attachement entre les parents et les enfants, mais aussi entre la famille et la culture. Il favorise l'observation, l'imagination et la communication complice entre adultes et enfants. Alors, les musées au jeu, je ne vais pas parler plus parce que j'ai beaucoup parlé, ce sont les familles qui en parlent le mieux. Et j'ai sélectionné quelques petites vidéos pour vous donner envie, vous aussi, de jouer au musée au jeu en famille. Alors pour commencer, je vous emmène au Louvre-Lens pour jouer à la Muséo Chanson, Muséo Comptine. Ah, zut, c'est moi qui ai fait une bêtise. Et pour le lancer... Là, c'est fort. C'est un peu trop fort. Vous êtes-vous déjà amusé au musée ? C'est trop fort encore. Musée au jeu. Les musées au jeu sont de super défis à faire en famille. Défi numéro 3. Musée aux chansons. Au musée, on peut chanter. Vole le papillon au-dessus de mon école. Inspire-toi d'une œuvre pour trouver une chanson et chante-la. C'était un cheval blanc. On dirait Darvador. Le Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Il descend de la montagne à cheval. Il descend de la montagne, il descend de la montagne. Alors, une autre activité pour les tout petits, muséo animaux. Vous êtes-vous déjà amusé au musée ? Musée au jeu. Les musées au jeu sont de super défis à faire en famille. Défi numéro 2. Musée aux animaux. Au musée, on peut partir à la recherche des animaux. On suit le plus petit de la famille qui fait la visite en cherchant les animaux qui se trouvent dans les œuvres, les objets ou les tableaux. Dès qu'il en repère un, tout le monde s'arrête devant l'œuvre et imite ensemble le cri de l'animal. Le bruit de la vache. Oula. Allez, bien. Vous êtes-vous déjà amusé au musée ? Musée au jeu. Les musées au jeu sont de super défis à faire en famille. Défi numéro 1. Musée au lieu. Au musée, on peut bouger.
Il est une sculpture ou un tableau. Et même que si tu enlèves les chaussures, il y a des pieds aussi sales. Tout en Musée au jeu. Voilà, alors musée au mime, on peut à peu près le faire dans tous les musées. Et donc là, je vous emmène dans le sud, au Muséum Arlatan, dans la très jolie ville d'Arles, pour un musée qui est différent, qui est plus un musée comme vous avez celui du musée de l'Ardenne à Charleville. Donc on cherche une... Fougas. Elle est là-bas. Quelle est ta paire de chaussures, ton bijou, ta coiffe ou ton chapeau préféré? Ça, pour les garçons, tiens. Il pleut bergère, qui garde les moutons, voilà. C'est trop bien. Et puis pour finir, les muséums, les musées d'histoire naturelle où vous trouvez des animaux empaillés, des fossiles, des herbiers et autres trésors de la nature sont aussi de merveilleux lieux pour jouer au musée au jeu. Donc là, je vous emmène au Muséum de La Rochelle pour jouer à Muséo Doudou. Choisissez dans le bac une ou des peluches qui correspondent à un ou des animaux présents dans la salle. Montrez la peluche à l'enfant et retrouvez ensemble l'animal correspondant. Et puis pour finir, un témoignage des parents et des enfants sur l'expérience vécue durant leur visite. Oui, musée au doudou. Et c'était aussi celui de la peluche. Fallait prendre le doudou. Je devais trouver le même. L'animal? Le même animal dans les vitrines? Parce que ça tournait toutes les peluches et donc je faisais des câlins à toutes les peluches. T'avais pris quoi comme doudou? Le dauphin. J'ai pas trouvé tout de suite le Bernard Larrette. Parce que quand même le poisson il se voyait facilement. C'était vraiment rigolo. Je crois que tout le monde l'a trouvé ça. Au dessin. Et ton préféré, c'était les dessins? Et t'as dessiné quoi? C'était à dessiner les... Mais j'ai eu le temps de faire qu'un seul dessin. La deuxième option, c'est ton dessin.
peut adapter vraiment quand on a des tout petits, on peut faire quelque chose de très simple, ou avec Ambre, on a pu faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc ça c'est bien ce que je pense pour la famille, ça permet vraiment de faire jouer tout le monde. Oui. Ah ouais, on s'est bien amusé. Très bien. Rechercher dans les salles aussi, voilà, c'est une façon rigolote de chercher, de découvrir un petit peu les événements. On a pas tout le temps passé en fait. C'est très bien, c'est rythmé. Ça nous fait aller de pièce en pièce. Et comme ça, on peut flâner dans tout le musée avec toujours des choses à faire pour les petits. Donc voilà pour les musées aux jeux. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est vraiment une journée consacrée aux bébés. Alors, parmi les dispositifs joyeux que comptent les 230 musées qui ont signé la charte, j'ai envie de mettre en lumière le travail du musée de Valence, qui a gagné le trophée Montmartre en 2018. Parce qu'au cours du dernier week-end du mois de novembre, chaque année, le musée s'anime et fait place à une programmation riche et foisonnante pour faire participer les familles. Alors là, j'avais encore une autre petite vidéo, mais je ne pense pas que le lien va fonctionner. C'est dommage parce que c'est une vidéo où c'est absolument incroyable. J'ai jamais vu un musée où il y avait autant de familles, autant de bébés, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ça ne dure le temps d'un week-end, parce que souvent les musées sont dans des logiques un peu événementielles. Mais ce musée a à cœur aussi de faire des activités pour les bébés tout au long de l'année. Il a notamment concocté des animations à destination des crèches, des relais d'assistantes maternelles famille pour les bébés à partir de 18 mois jusqu'à 4 ans. Et ils ont fait notamment 2 animations, une qui s'appelle Colorama et l'autre La Ronde des animaux. Les animations, et ça c'est vraiment intéressant, ont été co-créées avec l'École des métiers santé sociale Océlia, donc, qui est à Valence. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'était une coproduction tripartite entre cette école, les relais d'assistantes maternelles et les crèches et le musée. Et ça s'est tellement bien passé que le musée poursuit cette collaboration en 2023 avec une formation à destination des professionnels de la petite enfance. Alors, je vais vous montrer, on va un petit peu regarder plus précisément. Donc là, il y avait une petite vidéo, mais je ne sais pas si elle va fonctionner. Voilà, cette vidéo-là. Non, je pense qu'elle ne va pas fonctionner. Alors j'avance, mais... Non, ça... Ah voilà. Donc... je vais vraiment rentrer dans le concret d'une animation pour bébés au musée. Donc, je l'ai dit, des enfants de 18 mois à 4 ans qui sont accompagnés soit par leurs parents ou des assistantes maternelles dans le cadre de la programmation du musée, ou sur rendez-vous avec des professionnels de la petite enfance, évidemment avec les enfants, dans le cadre de réservation de groupes, RAM, crèches, scolaires et toute petite section de maternelle. Donc l'objectif, c'est une première découverte du musée pour donner envie d'y retourner, désacraliser le lieu, le rendre plus accessible dès le plus jeune âge, de faire participer les enfants pour qu'ils soient vraiment acteurs de leur découverte. Donc c'est une animation qui dure 40 minutes à peu près. Là, ici, vous voyez tout le matériel nécessaire pour cette animation. Des empreintes de pieds qui vont guider les enfants, donc 18 mois normalement, ils marchent, j'imagine que s'ils ne marchent pas, on les accompagne avec la poussette, mais ces petits pas vont inviter les enfants à suivre un petit cheminement très court dans le musée pour les conduire jusqu'à la plateforme d'art contemporain, qui est une salle très colorée avec des œuvres d'art contemporain.
Pour le matériel, il y a donc des albums jeunesse que vous connaissez certainement et un chevalet sur lequel sont accrochées les reproductions. Après, voilà, il y a toute la liste, une blouse, des pinceaux, une palette 6 couleurs, un seau pour ranger le matériel après, des cloches fuseaux, kalimba, boîtes colorées, objets associés, bâtons de pluie, kaléidoscope, des formes colorées découpées dans des feuilles de mousse, des assises évidemment pour que les enfants et les personnes soient bien installés, et une petite table noire. Donc, comment ça se déroule ? On a deux personnes obligatoirement. Alors, soit une bibliothécaire et une médiatrice. Moi, je trouve ça formidable quand on arrive à décloisonner le musée et qu'on peut faire des partenariats musée-bibliothèque. C'est vraiment l'idéal. Ou alors, c'est 2 médiatrices. L'animation se compose de 3 parties. Une déambulation cadrée avec un scénario, le parcours formalisé par les petites traces jaunes et bleues que les enfants doivent suivre. Ensuite, une animation autour du livre avec la lecture de quelques albums. Le kamishibai, je pense que c'est pas la peine de présenter devant l'Assemblée ce que c'est qu'un kamishibai. Et tout ça est ponctué de petites transitions musicales. Et la dernière partie, pour que ce ne soit pas monotone, c'est une partie dite atelier libre, où les enfants ne quittent pas la pièce dans laquelle ils sont, parce que ça c'est important de ne pas fatiguer les enfants avec des déplacements inutiles. Ils sont invités à expérimenter, toucher, jouer, découvrir les objets proposés et les livres. Alors, voilà, là vous voyez donc les médiatrices, les bibliothécaires utiliser le kamishibai. Donc évidemment, tout a un sens par rapport aux œuvres qui sont présentées dans l'espace de l'art contemporain. L'idée, c'est de faire des lectures qui sont en rapport avec les œuvres, les œuvres qui sont présentées au mur. Sinon, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc voilà, là vous pouvez voir le matériel après la séance de lecture. Donc là, on peut imaginer que voilà, ils investissent vraiment cette salle comme un terrain de jeu. Donc là, c'est certainement le résultat attendu. Est-ce qu'on peut toujours attendre un résultat ? Mais l'idée, là, c'est vraiment de jouer ensemble. Donc ça fonctionne bien avec des enfants qui sont dans le cadre d'une crèche, mais ça fonctionne aussi très bien avec les parents. Et les parents ont un petit moment privilégié avec leur enfant, et c'est ça qui est formidable. Donc là, je ne vous refais pas le déroulé de la ronde des animaux, mais ça, c'est la deuxième thématique, le deuxième atelier qu'ils ont créé. Ils ne conduisent pas les enfants dans la salle d'art contemporain, mais dans une salle où il y a une salle un peu de muséum, où il y a des animaux empaillés. Et donc, évidemment, là, on va leur proposer de toucher différentes peaux de bêtes, on va leur proposer des lectures adaptées, mais c'est toujours sur le même principe. Alors, dans les autres bonnes pratiques, parmi les musées joyeux, on a la chance d'avoir le musée d'Orsay. J'ai vu qu'on a une extraordinaire libraire qui nous a fait un panel de livres très, très intéressants. Et là, malheureusement, il y avait la petite piste audio qui va avec, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse la déclencher. Le musée d'Orsay a créé des promenades imaginaires qu'on peut faire à la fois sur le site internet ou évidemment idéalement en se déplaçant au musée d'Orsay. Mais si on n'a pas la chance ou la possibilité d'y aller, je trouve ça extraordinaire qu'on ait de plus en plus de petits podcasts, de contes enregistrés qui nous permettent vraiment de pouvoir rentrer dans l'histoire d'une œuvre. Alors par exemple là, on a Béatrice Fontanelle qui est extraordinaire et qui a écrit pour le musée d'Orsay. Pour le musée d'Orsay, des contes à partir de certains tableaux. Et donc l'idée pour vous, c'est peut-être de pouvoir réutiliser dans vos structures les propositions en les adaptant avec d'autres livres, d'autres albums de la littérature jeunesse.
des petites histoires. Il suffit de faire, une fois par semaine, on présente un tableau et on va lire l'histoire qui correspond au tableau avec un album jeunesse qui est adapté. J'ai pris comme exemple, voilà, j'aurais pu en prendre d'autres, mais Pompon, c'est un peu une star, l'ours de Pompon, toujours au musée d'Orsay. Il existe vraiment, et je crois que même j'en ai vu dans la sélection sur l'estrade, il existe quantité d'albums jeunesse sur Pompon pour tous les âges, depuis le plus petit au plus grand. Et donc, on peut imaginer faire une petite séance avec un poster de Pompon ou une image projetée et ensuite raconter une histoire. Et en plus, sur Pompon, on a énormément de produits dérivés, de petits jeux qui sont en bois, qui sont très jolis. Donc voilà une idée de déclinaison de ces promenades contées. Un autre musée, le musée des Quais Branly. Donc là, j'ai pris des exemples. Bon, il y avait Valence, là, c'est encore un musée parisien. Mais voilà une idée aussi qui est intéressante. Ils ont créé des petits sacs, mon petit sac d'Explo au Maroc. Donc en fait, il y a énormément de pays représentés au musée du Quai Branly. Et en fait, les enfants en famille peuvent prendre des petits sacs d'explorateurs pour aller voir une salle en particulier. Là, c'est la salle du Maroc. Et vous voyez que ça s'adresse à des enfants quand même petits parce que le pulse comporte 4 morceaux. Donc c'est un pulse, quand on le fait, on se rend compte qu'il représente un objet qui est en vitrine, qui est un collier. Et en fait, c'est vraiment tout bête, mais un enfant même petit va comprendre qu'il y a une correspondance entre l'objet qui est présenté dans la vitrine et le petit puzzle. Et puis là, à côté, vous voyez des petits tissus à toucher, des petites choses à écouter et même à sentir avec des épices. On est au Maroc. Alors, là, ça n'est pas une idée qui a été mise en place, mais c'est juste une idée que j'ai eue en préparant cette intervention. Une joyeuse idée pour mettre en place une mini-expo dans une bibliothèque. Donc là, je n'ai pas la prétention de révolutionner la bibliothèque, mais voilà, si vous avez 10 lutrins dans votre bibliothèque, vous pouvez tout à fait proposer à hauteur d'enfant 10 livres ouverts sur un thème. Alors, par exemple, la vache dans l'art. On aurait une vache de Chagall, d'Andy Warhol, de Niki de Saint-Phal, une vache qui rit, une vache de Calder, et puis évidemment une vache de Rosa Bonheur. Bon, c'est des idées, mais il peut y en avoir d'autres. On peut aussi avoir le bœuf dans la crèche. Et donc, on a ces livres ouverts, vous ne payez pas de droits, hein, c'est comme ça, on n'est pas embêté avec les droits. Et vous les mettez à hauteur d'enfant. Et puis ensuite, vous pouvez imaginer un panier avec des petits accessoires pour que des enfants petits, plus grands, puissent jouer. Toujours, l'idée, c'est toujours jouer avec les mamans, avec les papas, avec une boîte à meux, une cloche. Enfin voilà, c'est vraiment, voilà, ça peut être des masques, ça peut être des petits bouts de déguisement. Pour les plus petits, on peut imaginer, plutôt qu'un tapis d'éveil, de mettre une vraie peau de bête, parce que c'est quand même un peu particulier de se trouver sur une peau de bête quand on est bébé, avec un coin bébé. Ce qui est agréable, c'est qu'on puisse jouer avec son bébé, ou que son bébé puisse jouer et qu'on puisse aussi s'occuper des autres. Enfin voilà, là c'est la vraie vie, quoi. Et comme on est à Charleville, je vous ai mis des petites marionnettes de doigts ou des marionnettes de mains. Et puis évidemment, là, une sélection de livres, là, Chagall, vous le retrouvez aussi dans la sélection des livres qui sont présentés par la librairie. Et voilà, ça peut être aussi bien des albums du Père Castor que des albums documentaires. Voilà, donc ça, c'est une petite idée, mais on peut vraiment faire des mini-expos qui ne coûtent pas trop cher et qui font le bonheur des familles. Ah oui, alors on peut évidemment rajouter un kamishibai avec des histoires toutes faites ou des histoires que vous inventez.
Voilà. Et alors, pour finir cette présentation, je vous invite toujours à aller voir notre site internet Montmartre, où nous avons fait un Padlet avec une sélection d'activités culturelles et joyeuses en ligne, où là, vous allez trouver quantité de musées qui ont mis en ligne des activités géniales, qui peuvent être très inspirantes. C'est pas forcément adapté aux bébés, mais ça peut vous donner des tas d'idées. Voilà. Pour conclure cette présentation sur les super dispositifs, je vous invite vraiment à nous envoyer aussi vos suggestions, si vous avez, parce que le bébé au musée, on n'en est encore qu'au début, donc si vous avez des trucs et astuces, on sera ravis de vous accueillir dans notre association et de mettre tout ça en ligne. Donc n'hésitez pas. Et en conclusion, je dirais, vive les bébés au musée. Et vive aussi 1000 formes. Moi, j'aimerais vraiment, si j'avais un vœu à formuler, qu'il y ait dans chaque département des 1000 formes, des centres 1000 formes, pour qu'on puisse vraiment, dès les premiers jours de bébé, passer un bon moment de parentalité au musée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention, ce florilège de petits outils. J'ai fait quelque chose de mal ? Donc, il y a un petit Larsen. C'est pas évident pour la technique, puisque notamment tous les liens Internet, donc c'est des sons qui sont réglés différemment sur les sites, etc. Donc c'est très difficile. Comme nous sommes filmés, ça nous permettra du coup d'avoir les contenus dans quelques temps, le temps du montage, donc qui seront disponibles pour tous ceux qui ne sont pas là. Vous pourrez les retrouver puis les partager avec tout le monde. Donc merci beaucoup à Caroline. On ressort avec ça, c'est très inspirant, avec plein de techniques. Le livre accueille le musée depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge et les manuscrits, puis même avant dans la tradition asiatique. Et donc, ces petites idées aussi de pouvoir, grâce au livre, rentrer dans l'image et l'imaginaire des musées, c'est inspirant pour nous, et puis c'est facile. Donc, ça va peut-être nous donner des idées aussi au niveau de la bibliothèque départementale, ces petites histoires de lutrin. Là, nous avons une petite pause, le temps de pouvoir accueillir en visio donc la directrice Sarah Matera du centre d'initiation à l'art qui est à Clermont-Ferrand. C'est un centre d'initiation municipal qui est à Clermont-Ferrand. Et donc cette petite pause, vous pouvez en profiter pour aller voir Sylvia, notre super libraire de la librairie Rimbaud, qui sera ravie de vous accueillir. Un petit élément simplement, en attendant du coup que la visio se prépare. Donc Sylvie Matera a participé à l'ouvrage collectif Les bébés au musée, qui est publié chez RS, qui est vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, c'est vrai. Ah oui, il y en a une. On va faire vivant. Ah, merci, j'ai trouvé ça très passionnant. Et j'aurais voulu juste, j'ai trouvé très intéressant que dans le sac, il y ait de quoi dessiner. Et j'aurais voulu savoir si vous prévenez les parents que du coup leur enfant va dessiner et que ça pourra prendre du temps en fait. Qu'est-ce qu'on dit en donnant le sac aux parents? On dit rien. On dit rien. Ah, non, on dit rien. On donne le sac et en fait, il n'y a pas que les enfants qui jouent. Il y a les parents. Et je ne sais pas si on fait un petit sondage dans la salle. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà vu leurs parents dessiner? C'est pas évident. Et c'est ça qui est mignon. C'est que tout d'un coup, on va se rendre compte que son papa est assez doué ou que, décidément, non, c'est la catastrophe. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment... Et là, on le voit, les enfants sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Donc, l'idée, c'est aussi qu'ils reviennent. Et je pense que avec les musées au jeu, les retours qu'on a, c'est que les musées nous disent « Ah, mais le temps passé au musée en famille est beaucoup plus long. » Parce que c'est rythmé, chacun va pouvoir aussi y trouver son compte
Donc voilà, mais c'est aussi pour regarder les parents dessiner, les enfants. Enfin, il faut vraiment faire attention à ne pas faire des musées qui font des activités uniquement pour les parents, uniquement pour les enfants. L'idée, c'est vraiment de mélanger. D'autres questions ? Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter auparavant ? Oui, alors je m'appelle Sandrine Pierlot et je suis animatrice au Centre social et culturel André d'Hôtel. Voilà, alors moi j'ai une question par rapport au directeur de musée. Je ne sais pas avec qui vous prenez contact en premier abord, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est un cadre, le musée, qui peut paraître assez formel. Il y a un trajet à suivre, il ne faut pas trop faire de bruit, il ne faut pas parler, il ne faut pas courir. Comment vous arrivez à les convaincre à transformer le lieu en quelque chose d'un petit peu plus léger? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tout à fait. Alors, c'est très simple. On ne les démarche pas. Ceux qui n'en ont pas envie, c'est impossible de les faire changer d'avis. Donc, en fait, on est sur les réseaux sociaux, toutes les bénévoles, on partage, etc. Et c'est quand il y a un médiateur ou un conservateur ou quelqu'un de l'accueil qui trouve que l'initiative est bonne, qu'il va nous contacter. Mais nous, dès qu'on a essayé de contacter des musées, moi dans ma ville, je ne suis pas encore arrivée, il y a 230 musées, mais voilà, eh bien, c'est vraiment très difficile. Il faut vraiment que ça vienne d'eux. Notre démarche, elle est vraiment active. L'idée, c'est pas on ne fait rien payer, on ne fait pas payer de label. L'idée, c'est une démarche active pour accueillir au mieux les familles et on arrive à beaucoup plus de résultats. Parce que même les agents d'accueil ont des familles et trouvent ça vraiment sympa de mettre une bonne ambiance dès le départ sur l'accueil des familles. Donc le bouche à oreille a beaucoup de... uniquement du bouche à oreille. Bah, c'est une belle initiative, en tout cas, c'est un très très beau projet. N'hésitez pas, on a besoin de bénévoles. J'en prends note. Bonjour, Martine Baudry, je fais partie de Lire et faire lire. J'aimerais savoir, vous disiez qu'il y avait 230 musées joyeux. Où est-ce qu'on peut trouver la liste sur le site internet. D'accord, okay. En plus, très récemment, on les a organisés sur une petite carte de France. D'accord. Vous verrez des départements blancs. Ouais. Ça veut dire que là, il ne s'est rien passé. D'accord. Et puis les autres, on a à cœur d'accueillir les nouveaux musées joyeux. D'accord. Alors, il n'est pas nécessaire de répondre à tous les critères de la charte, parce que parfois, il faut un petit peu de temps pour avoir la table à langer dans les toilettes. Il y en a dans toutes les stations-service, mais dans les musées au XXIe siècle, ce n'est pas encore fait. Mais on rentre dans une démarche active. L'idée, c'est d'avoir un bon esprit avant tout. D'accord, merci beaucoup. Très belle initiative. Merci, c'est gentil.